Plus on est de fous, plus on lit. La suite. Ici Marie-Louise Arsenault, toujours en direct du studio 17 de Radio-Canada à Montréal à la 60e minute de cette émission. Nous retrouvons sur ce plateau Thomas Leblanc, vous êtes toujours là. Et nous accueillons Georges Leroux. Bonjour Georges. Oui, bonjour. Professeur chouchou, professeur émérite au département de philosophie de l'UQAM. Vous avez lu pour nous « Qu'est-ce qu'une révolution ?» Georges, c'est un ouvrage écrit par le philosophe Gaël Meulemaître et Hamid Bozarslan, docteur en histoire et en sciences politiques. Ils examinent ensemble les conditions qui mènent à une révolution en exposant les contextes qui ont mené aux révolutions américaines au 18e siècle et françaises et au printemps arabe très récemment, il y a maintenant 5-6 ans de cela. Georges, est-ce qu'une révolution est encore possible à leur avis? Eh bien, dans le monde occidental, par exemple. Oui, non, dans le monde occidental, non. Est-ce que même on en aurait besoin? La question se pose. Enfin, le mouvement des indignés se prétendait révolutionnaire. En Espagne? Oui. Et non, ici même, à New York. Wall Street, Occupy et tout ça. Et à Montréal aussi, bien sûr. Oui. Alors donc, oui, il y a cet aspect-là, mais leur regard se porte surtout sur les raisons de l'échec du printemps arabe, qui est un échec désastreux. Monumental, effectivement. Oui. Merci, Georges. Le 17 décembre 2010, Tarek Bouazizi, 26 ans, un marchand ambulant de fruits et de légumes à qui on avait confisqué la brouette et la balance car il ne possédait pas d'autorisation officielle, s'immole par le feu devant le siège du gouvernorat dans la ville de Sidi Bouzid en Tunisie. Il provoque évidemment la colère parmi les habitants. Des dizaines de manifestants vont aller devant le siège du gouvernorat le jour même. Le mouvement social va s'étendre spontanément à d'autres municipalités du pays malgré la répression. À l'appel de militants syndicaux, 10 jours plus tard, la révolte atteint Tunis le 27 décembre 2010 avec environ 1000 citoyens exprimant leur solidarité avec Bouazizi et les manifestants de Sidi Bouzid. C'est le fameux début du printemps arabe qui va s'enflammer et qui va se poursuivre donc à partir de la Tunisie, en Égypte, au Yémen, au Bahreïn et à la Syrie. C'est de cette révolution que s'inspire Gaël de Meulemaître. C'est difficile de dire son nom, Georges, quand même. Et Hamid Bozarslan, docteur en histoire. Lui, l'autre est philosophe et l'autre est docteur en histoire et en sciences politiques. Dans leur ouvrage « Qu'est-ce qu'une révolution ?» qu'a lu pour nous Georges Leroux, professeur émérite au département de philosophie de l'UQAM. Alors, en fait, c'est une quête vers une réponse au sujet de ce fameux printemps arabe, vous le disiez en ouverture de deuxième heure, Georges, qui a échoué lamentablement. Oui, alors, c'est tragique de lire ce livre. Oui. C'est vraiment tragique. Pour nous tous qui avons suivi de près les émeutes de la place Tahrir au Caire et ailleurs, pour nous qui voyons les fruits que recueille la Syrie des premières révoltes démocratiques à partir des mouvements de Syrie libre qui étaient basés à Londres. Qui va se transformer en guerre civile, une guerre qui se poursuit. Là. Absolument, et qui, en raison de l'appui de la Russie, va sans doute donner lieu à un renouveau de la tyrannie. Nous sommes consternés. Et donc, voici un historien absolument admirable, M. Hamid Bozarslan. Il est un spécialiste de la Turquie, de l'Empire ottoman. Il a beaucoup écrit. Il est basé au centre Raymond Aron à Paris. Et j'ai regardé sa bibliographie. Et en fait, j'ai eu l'occasion de le rencontrer une fois, il faut que je le dise. C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la question kurde. C'est quelqu'un qui est du côté, si vous voulez, des révoltes démocratiques. Et donc, quand on regarde un peu comment il aborde le phénomène, c'est une enquête comparative. C'est-à-dire qu'il faut essayer de comprendre ce qu'est une révolution. Et si on parvient à voir bien ce qu'est une révolution, peut-être qu'on comprendra mieux pourquoi certaines n'avaient pas les conditions pour réussir. Alors, il va observer donc deux révolutions précédentes, la Révolution américaine de 1763 et la Révolution française de 1789, Georges. Exact. Oui. Alors, celles-là sont toutes les deux des succès universels. Et il se réfère ici, ça m'a beaucoup intéressé et ça intéressera, je pense, tout le monde, à la pensée d'Hannah Arendt dans son grand livre On Revolution, sur la révolution, donc, qui distingue les révolutions sociales et les révolutions politiques. Les révolutions sociales, ce sont des révolutions où le rapport hiérarchique des classes de la société est ébranlé et où donc une base populaire va mettre à bas, en quelque sorte, un pouvoir oppresseur. Alors que les révolutions politiques sont des révolutions qui vont plus loin, comme la révolution américaine, qui va créer un modèle inédit
de structures politiques, oui. en particulier donc la démocratie, et en particulier aussi, dans le cas des États-Unis, la création d'un horizon complètement neuf pour un pays qui, en quelque sorte, s'engendre dans la Révolution, ce qui n'est pas le cas, évidemment, de la Révolution française. Qui est une révolution sociale. Qui est une révolution sociale. On en voulait à la hiérarchie, Absolument. En fait. Et donc, c'est avec ce modèle en tête qu'on essaie de comprendre ce que sont les révolutions arabes et en particulier pourquoi leur ambition qui somme toute était limitée. Le printemps arabe, la Tunisie, les autres pays ne cherchaient pas à instaurer un ordre nouveau, elles ne voulaient pas se créer comme nation, elles ne voulaient finalement qu'accéder à la sphère universelle démocratique qu'il y a dans le monde dans le moment. Et alors pourquoi ont-elles échoué ? Alors, pour répondre à cette question, il s'agit d'un livre qui est à la fois, je tiens à le dire pour les auditeurs, à la fois très théorique et très documenté. Il y a énormément de recherches sociologiques derrière ça. Et donc, les révolutions arabes, en fait, doivent s'inscrire dans un projet de sociologie de la révolution pour essayer de comprendre si on fait une typologie des révolutions, je vais en nommer quelques-unes pour arriver à cette typologie, il y en a au moins une centaine qui sont étudiées dans ce livre. Si nous regardons par exemple la révolution des œillets au Portugal, Ben oui. 74. C'est le renversement d'une tyrannie et l'accès à la démocratie. Oui. C'est parti d'un milieu universitaire, d'ailleurs. Oui, absolument, d'une élite. La révolution de Salvador Allende au Chili, c'est le désir d'installer un socialisme d'État. Et donc, cette révolution a été écrasée par les États-Unis, nous le savons vraiment beaucoup. La révolution de Khomeini en Iran, alors, c'est un succès, c'est ça. C'est le renversement du régime du Shah et l'établissement d'un gouvernement non démocratique, on le sait. Mais pourquoi c'est un succès? Parce que cette révolution dure. C'est-à-dire qu'elle a installé une société dont nous ne voudrions ni vous ni moi, bien sûr. Mais c'est une révolution qui a accompli son but. C'est un gouvernement islamiste qui va être mis en place. Avec une grande répression, d'ailleurs. Avec une répression énorme. Alors, la question, c'est d'arriver à voir un peu pourquoi certaines marchent, pourquoi certaines ne marchent pas. Bon, je fais une pause ici sur un problème qui est très discuté dans le livre et qui m'a beaucoup intéressé comme philosophe. C'est est-ce que les révolutions possèdent de l'intérieur d'elles-mêmes une sorte de logique qui les rend inévitables? C'est-à-dire que quand on dit autrement, dans une société, si on atteint l'état X, est-ce qu'on va aller vers l'état Z naturellement et nécessairement? Alors, la réponse de cette dame qui est philosophe, Madame Demelemestre et donc Monsieur Bozarslan, c'est non. Les révolutions ont tendance à s'interpréter elles-mêmes comme étant nécessaires. Une fois qu'elles sont faites, elles regardent leur public et disent, mais vous voyez, ça ne pouvait qu'arriver. Oui. Mais en fait, ça sert à rien de dire ça une fois qu'on a échoué. Alors, donc, nos démocraties sont par essence indéterminées, elles n'ont pas cette logique, je dirais, de nécessité. Alors, j'en viens à cette sociologie idéale typique en quelque sorte, c'est-à-dire quelles sont les catégories de révolution. La première catégorie, c'est la révolution eschatologique, c'est-à-dire c'est la révolution où l'horizon messianique, les révolutionnaires veulent établir un nouvel ordre universel. Oui. Ils ont accès au ciel. Ils savent, en d'autres mots, qu'est-ce qui va devoir être la vie pour tous les citoyens juste après. Bon, Khomeini, c'est un exemple de ça. Khomeini, c'est un parfait exemple de ça. Et ça, c'est un peu choquant d'avoir à le dire, mais c'est le même modèle que la Révolution française. C'est-à-dire que les révolutionnaires français sont des révolutionnaires qui cherchent précisément à créer un homme neuf. Ils vont le faire, évidemment, en renversant une tyrannie, mais ils ont un grand espoir. À côté de ça, nous avons les révolutions militaires partisanes. Pour nos auteurs, les exemples les plus connus sont les exemples de l'Est, c'est-à-dire la révolution russe et la révolution chinoise, qui sont des exemples la révolution bolchevique, puis la révolution culturelle. Exactement, exactement. Merci de le préciser parce que c'est pas toujours clair dans leur livre que la révolution de départ, dans le cas par exemple d'Octobre pour Lénine, etc., va nécessairement son ouverture démocratique espérée va être entièrement écrasée par la révolution bolchevique. Mais ces révolutions, donc Russie et Chine, pourquoi on les appelle militaires et partisanes? Parce qu'elles vont accoucher de pouvoirs militaires
de parti unique inébranlable, et elles sont des succès, mais elles n'avaient pas l'ambition eschatologique de faire un homme neuf. Elles sont perverties par des structures intérieures qui s'accaparent ce pouvoir, et donc leur ambition de départ est trahie. Et finalement, il y a la troisième catégorie que nos auteurs appellent les révolutions démocratiques au sens fort. Alors, les révolutions arabes appartiennent à cette catégorie. Mais oui, c'était une quête de démocratie. C'était d'abord et avant tout une quête de démocratie, et la création des attentes révolutionnaires à partir on pourrait dire, du peuple, de la population, qui subissait depuis toujours une certaine oppression. Ces attentes révolutionnaires étaient-elles suffisantes? C'est ça la grande question, par leur force, par leur qualité, c'est-à-dire qui agitait ces populations, de quels idéaux ces populations étaient-elles pénétrées? Eh bien, le dernier chapitre de cet ouvrage tente de répondre à la question. Les révolutions arabes ont échoué en disant ceci, en gros. Premièrement, alors là, ce sont des choses vraiment, j'avais les larmes aux yeux en disant ça. L'idée, c'est la suivante, c'est que ces populations n'avaient pas le potentiel historique et social d'entretenir avec la fermeté nécessaire l'idéal démocratique. Dit autrement, leur histoire marche à contre-courant, ne leur donnait pas le ressort qu'elle ait pu conduire leur espoir révolutionnaire. L'expérience, en fait, d'une certaine façon. Leur expérience aussi. Oui. Alors, là-dessus, je le dis aux auditeurs, parce que je l'ai découvert en lisant ce livre, on pourra peut-être le mettre sur notre site. Les auteurs donnent un site Internet incroyable. Ça s'appelle Arab Reform Initiative. C'est un site qui documente tous les effets, tous les documents, toutes les contributions qui ont eu lieu dans le monde dans les 10-20 dernières années, quand le monde arabe a commencé à devenir un peu turbulent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à ça, et évidemment, il y a beaucoup d'argent là-dedans, puisque les États-Unis ont subventionné très lourdement les forces syriennes libres et ainsi de suite. Et en lisant leurs documents, nous disent les auteurs, on s'aperçoit qu'en fait, rien de ça n'existait vraiment sur le terrain. Il n'y avait pas ça. Et il dit au contraire que les mouvements conservateurs comme Ennahda, les frères musulmans, etc., ont capté à leur profit ces ferments d'agitation, ont trahi les espoirs révolutionnaires. Absolument. Et le départ des tyrans qui a été rapide, violent. Comme en Égypte, par exemple. Par exemple, Moubarak, et en Libye, Kadhafi. L'incroyable Kadhafi, qu'on ressuscite toujours. Mais, on dit, c'est incroyable d'entendre s'il était là, ça ne serait pas passé. On entend beaucoup ça, Georges. On entend beaucoup ça. Alors, donc, pourquoi c'est tragique de lire ça? C'est parce qu'on lit, dans le fond, que nos démocraties reposent sur des convictions qui doivent être partagées et profondes au sein de la population. Ces révolutions ont engendré le monstre qui est le terrorisme mondialisé de l'islamisme, qui prétend proposer à ces populations la réponse. Ça n'a pas marché avec les démocrates, ça va marcher avec nous, Daesh et ainsi de suite. Et on va conclure là-dessus, Georges. Eh bien, peut-on conclure, mon Dieu? C'est la dissociation des idéaux démocratiques. Et donc, c'est un livre à lire pour tous ceux qui veulent comprendre quelque chose à l'espoir révolutionnaire aujourd'hui, et en particulier pour ces pays qui souffrent, je dirais, plus que de raison. Oui. Il y a un certain espoir quand même dans cette vision, ou en tout cas dans cette volonté de réfléchir au contexte qui ont mené à la révolution du printemps arabe, ne serait-ce que pour comprendre et apprendre des erreurs qui ont été commises, bien entendu. Mais vous savez, tous ces intellectuels qui vivent à Paris, tous ces exilés de Tunisie, d'Algérie et ainsi de suite, qui sont des gens merveilleux, des savants à qui la République française a donné les moyens de la culture et de la compréhension, etc. Imaginez dans quel désespoir ils sont. Des livres comme ceux-là sont des gestes de survie. Qu'est-ce qu'une révolution, Georges? Amérique, France, monde arabe, 1763-2015. Donc, cet ouvrage est publié aux éditions du Cerf. Est-ce que vous allez vous remettre? Je me remets toujours. Merci beaucoup, Georges.